Quand Sylvia a tenu le mince sac en plastique de la pharmacie entre ses doigts, il a soudain pesé plus que n'importe quel seau d'eau qu'elle avait jamais transporté du puits à la cuisine. Elle était dans la petite salle de bain derrière la maison, où le plâtre tombait des murs et l'odeur de moisissure se mêlait au détergent bon marché. Ses mains tremblèrent si fort qu'elle pouvait à peine tenir le test immobile. 2 lignes roses. 2. Un minuscule signe qui, dans une ville où chaque regard était un jugement, pouvait briser une vie en morceaux. Elle s'est assise sur le couvercle des toilettes fermées, fixant ses lignes et sentant sa gorge devenir sèche. Des phrases qu'elle avait entendues 1000 fois lui martelèrent la tête. Une fille respectable attend. Une famille à son honneur. Dieu voit tout. Son père, João Batista, était l'homme qui portait la Bible comme un bouclier. Il ne manquait aucun service religieux, parlait de pureté comme si c'était une loi de pierre. Sa mère, Conceição, était plus silencieuse, mais non moins stricte, une femme dont l'amour sonnait souvent comme un devoir. Sylvia savait, quand elle parlerait, il n'y aurait pas d'atterrissage en douceur. Elle a hâtivement enveloppé le test dans du papier, l'a fourré dans la poche de sa jupe et s'est aspergée d'eau sur le visage. Les gouttes froides du robinet ne pouvaient pas éteindre ce qui brûlait en elle. Quand elle a ouvert la porte, la voix de son père l'a frappée comme un coup. « Pourquoi es-tu restée si longtemps à l'intérieur » Sylvia s'est forcée à respirer. Un pas, puis un autre. De retour dans la maison, de retour dans le silence qui y régnait toujours lorsque la Bible était ouverte. Dans le salon, ils étaient assis comme chaque soir. Son père, les écritures ouvertes sur les genoux, ses lunettes à moitié sur le nez. Sa mère avec aiguille et fil, un torchon dans les mains qu'elle vendrait plus tard au marché. Le travail et la religion, voilà les piliers de cette maison. Sylvia s'est assise sur le petit tabouret en bois. Ses genoux lui semblaient ne plus lui appartenir. La mère, sans lever les yeux, lui a dit de rester tranquille. Le père s'est raclé la gorge, comme s'il devait lire une accusation. Après le service, a-t-il commencé, sœur Madalena est venue le voir. On avait vu Sylvia parler à Marcos. Le nom l'a frappé d'une manière qui lui a coupé le souffle un instant. Marcos aux yeux clairs, qui lui avait promis que tout irait bien. Marcos, qui était devenu pâle quand elle lui avait parlé de la possible grossesse, puis avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Sylvia a ouvert la bouche, mais son père l'a coupée. Il a frappé la table de la main, le verre d'eau a vibré. « Tu crois que je t'ai élevé pour que tu souilles notre nom ?» La mère a mis sa broderie de côté. « João, a-t-elle dit, plus calmement que lui, mais sans chaleur, laisse-la parler. » Mais Sylvia a senti, il n'y a pas de défense ici. Dans cette ville, une jeune fille de 16 ans enceinte, sans mari, n'était pas considérée comme une personne effrayée, mais comme un exemple sur lequel les autres raffermissaient leur morale. La poche de sa jupe pressait ses doigts. Le test était là, une preuve comme une pierre dans le tissu. Son cœur battait la chamade. Peut-être, pensait-elle, peut-être y a-t-il un moment où les parents oublient ce que les gens disent. Peut-être que quelque chose en eux parle, qui est plus ancien que les règles. Elle a levé la tête, a regardé sa mère, puis son père. « Je dois vous dire quelque chose », a-t-elle murmuré. Le silence est devenu si profond dans la pièce qu'on aurait pu entendre le léger frottement du fil sur le tissu. Le père a lentement fermé la Bible, comme s'il fermait un couvercle. Ses yeux sont restés fixés sur elle. « Dis-le », a-t-il ordonné. Sylvia a senti sa gorge se serrer. Une partie d'elle voulait fuir,
Une autre voulait se lever et tout nier. Mais la vérité avait déjà grandi en elle. Elle a forcé les mots à sortir, si doucement qu'ils ne ressemblaient presque pas à sa propre voix. Je suis enceinte. Un instant, rien ne s'est passé. Puis le père s'est levé si vite que la chaise a raclé. La Bible lui a glissé des mains et est tombée lourdement sur le sol. La mère a levé les mains devant son visage. Un bruit étouffé s'est échappé d'elle, comme si on lui avait coupé l'air. Sylvia attendait une question. Un comment? Un qui? Quelque chose qui ressemblerait à une famille. Mais son père s'est contenté de pointer du doigt la porte. « Tu n'es plus ma fille. » Les mots étaient en un froid, pas bruyants, et c'est justement pour cela qu'ils coupaient plus profondément. Sylvia sanglotait, essayait de dire quelque chose, mais les phrases se désagrégeaient dans sa bouche. Le père continuait à parler, comme s'il nommait une tache de saleté qu'il fallait essuyer. Honte, péché. Tu nous as détruits. La mère pleurait, mais elle restait assise, comme si son corps était cloué à la chaise. Sylvia s'est levée, a titubé. « Père, où dois-je ? » ?»« Ne m'appelle pas père, a-t-il dit. Tu as perdu ce droit. Elle s'est tournée vers sa mère, espérant un signe, une main, un regard qui dirait « Reviens, quoi qu'il arrive. » Concessant a détourné la tête. Non par haine, plutôt par peur, comme si elle pouvait voir dans les yeux de sa fille quelque chose qu'elle ne pourrait supporter. À ce moment-là, Sylvia a compris qu'elle n'était pas seulement chassée, mais qu'elle devait être effacée de la mémoire. Elle est allée dans la petite chambre qu'elle partageait avec son jeune frère et a fourré quelques affaires dans un sac à dos usé. Un t-shirt, une brosse à dents, une mince couverture et une petite Bible que sa grand-mère lui avait donnée, non comme une arme, mais comme un réconfort. Ses mains tremblaient quand elle a voulu fermer la fermeture éclair. Quand elle est revenue, son père était déjà devant la porte, les bras croisés, le visage dur. « Va-t'en » a-t-il dit, « et ne reviens jamais. » Sylvia est passée devant lui, elle sentait déjà le regard des voisins avant même d'être dehors, comme si les fenêtres avaient des yeux. Derrière elle, la porte a claqué, un bruit sec, définitif. Pas d'adieu, pas d'étreinte, juste du bois sur du bois, comme si un verdict était scellé. Dehors, le ciel du soir brûlait de rouge, et la route de poussière tassée s'étendait devant elle comme un chemin sans nom. Sylvia avait 16 ans, enceinte, avec un sac à dos sur le dos et un vide dans le ventre qui n'avait rien à voir avec la faim. Elle est partie, d'abord lentement, puis plus vite, parce qu'elle entendait les voix, les murmures qui, dans les petits villages, voyagent plus vite que n'importe quel pas. « Si jeune », a dit quelqu'un. « Bien fait pour elle », a dit une autre voix. Sylvia a serré les lèvres, comme si elle pouvait ainsi faire taire le monde. Elle a posé une main sur son ventre, encore plat, et a pourtant senti le poids d'un avenir. Pas celui romantique dont on parle aux filles. Un avenir où l'on apprend à survivre sans que personne n'applaudisse. « Je vais y arriver », a-t-elle murmuré, plus à l'enfant en elle qu'à elle-même. « Tu n'auras pas faim. Pas tant que je respirerai. » Mais quand l'obscurité est arrivée et que les premières lumières ont brillé dans les fenêtres derrière elle, elle a aussi su. Ce n'était que le début. Et la nuit ne connaîtrait aucune pitié. La nuit s'est rapidement abattue sur la petite ville, lourde et humide, comme si elle voulait tout recouvrir de ce qui avait été visible le jour. Sylvia marchait sans but, le sac à dos lui cisaillait les épaules, les sandales lui frottaient corquant les pieds. Son estomac se serrait, non seulement de faim, mais de la question qui ne la quittait pas.
Où aller quand toutes les portes derrière soi sont fermées? Instinctivement, ses pas l'ont menée à l'église. Elle était petite, blanchie à la chaux, la croix sur le toit penchée par le vent des années. Une faible lumière filtrait par la porte entr'ouverte. Sylvia s'est arrêtée, comme si elle devait prendre son courage à deux mains pour respirer. Dans cette maison, on lui avait appris que Dieu était un refuge. S'il y avait un endroit où on ne pouvait pas la chasser, c'était bien ici. À l'intérieur, le pasteur Josué était agenouillé devant l'autel. Un vieil homme aux cheveux gris, connu pour ses paroles douces le dimanche. Quand il a entendu le grincement de la porte, il s'est retourné et l'a immédiatement reconnu. « Sylvia, a-t-il dit, surpris, que fais-tu ici à cette heure ?» Sa voix s'est brisée en répondant. Les mots se sont bousculés, grossesse, chassée, pas d'endroit pour dormir. Elle n'a pas tout raconté, juste l'essentiel, comme quelqu'un qui demande de l'eau et non des explications. Pendant qu'elle parlait, elle a vu quelque chose changer sur le visage du pasteur. Non pas de la compassion, de la prudence. Quand elle s'est tue, il a baissé les yeux. « Enfant, a-t-il dit lentement, tu sais comment les gens parlent ici. Si on te voit ici, l'Église a une réputation. » Ces mots étaient tout, mais ils ont frappé comme une deuxième gifle. Sylvia n'a pas compris tout de suite. Elle avait cru que le pire était derrière elle. « J'ai juste besoin de cette nuit, » a-t-elle murmuré. « Demain, je trouverai quelque chose. » Il a reculé d'un pas, comme si son état était contagieux. « Il faut assumer les conséquences de ses décisions, » a-t-il dit plus sèchement. « Tu aurais dû penser à la Bible plus tôt. Maintenant, je ne peux pas t'aider. » Sylvia l'a regardé, cherchant désespérément l'homme qui parlait de charité le dimanche, mais il n'y avait que la peur des ragots. Le pasteur ouvrait déjà la porte. « Il y a une station-service sur la route de sortie, » a-t-il dit. « Peut-être qu'ils te laisseront y rester. Pars maintenant, avant que quelqu'un ne te voie ici. » Pour la deuxième fois ce jour-là, une porte s'est fermée devant elle. Cette fois sans bruit, presque poliment. Sylvia était de nouveau dehors, la lumière de l'église derrière elle, faible et insignifiante. Quelque chose en elle s'est enfoncé plus profondément qu'avant. Pas même Dieu ne semblait avoir de place pour elle. Le chemin vers la station-service était long. Les lanternes se faisaient plus rares, l'obscurité plus dense. Chaque pas faisait mal. Ses pieds d'un brûlaient, sa gorge était sèche, et parfois elle devait s'arrêter car elle avait des vertiges. Elle a posé la main sur son ventre, comme si elle pouvait ainsi garder l'équilibre. « Tiens bon, » pensait-elle. Encore un peu. Quand elle est finalement arrivée, il était presque minuit. Une seule pompe à essence, un vieil homme sur une chaise en plastique, la radio en sourdine, en arrière-plan. Sylvia lui a parlé, sa voix à peine audible. Il l'a dévisagée, l'a immédiatement reconnue. Dans cette ville, tout le monde savait tout. « Tu peux dormir à l'arrière, » a-t-il finalement dit, près des vieux pneus. Mais seulement jusqu'à demain matin. La gratitude et la honte se sont mêlées en elle, comme si c'était le même sentiment. L'espace derrière la station-service était étroit, sentait l'huile et le caoutchouc. Mais il avait un toit. Sylvia a posé une veste sur le sol froid, a mis son sac à dos sous sa tête et a fixé l'obscurité. Ici, seule entre les ordures et le silence, elle a compris à quel point la ligne était mince, qui la reliait encore à son ancienne vie. Parents, église, promesses, tout avait disparu. Seule elle et l'enfant restaient. La peur venait par vagues, surtout quand elle entendait des voix, des hommes, ivres, riant.
Sylvia s'est recroquevillée dans un coin, retenant son souffle jusqu'à ce que les bruits disparaissent. Le sommeil n'est pas venu. Et quand l'aube a pointé, elle a su qu'elle ne pouvait pas revenir. Ni dans la ville, ni dans les bras de ceux qui l'avaient condamnée. Quelque part dehors, il devait y avoir un endroit moins cruel que cette nuit. Au premier rayon de soleil, elle s'est levée. Ses jambes tremblaient, mais son regard était plus clair qu'avant. Ceci, s'est-elle juré, ne devait pas être la fin. Ce n'était qu'un pas de plus vers le bas. Et un jour, espérait-elle, le chemin remonterait. Sylvia a quitté la station-service avant même le lever complet du jour. Le vieil homme a à peine hoché la tête quand elle est partie. Ce n'était pas un adieu, plutôt la confirmation que chacun était responsable de soi. La route était vide devant elle, le ciel pâle, comme s'il n'avait pas non plus bien passé la nuit. Ses pieds, comme elle lui faisaient mal, des ampoules brûlaient sous les fines lanières des sandales. Pourtant, elle a continué. Elle a marché hors de la ville, là où les maisons se faisaient plus rares et où la poussière de la route se mêlait à l'herbe et aux broussailles. La faim lui allégeait la tête, ses pensées sautaient. Parfois, elle s'arrêtait, s'adossait à une clôture, attendait que le vertige s'estompe. L'enfant en elle semblait devenir plus lourd, comme s'il portait toute sa peur avec elle. Au bord du chemin, elle a finalement trouvé de l'ombre sous un vieil manguier. Elle s'est assise dans l'herbe, à manger un fruit immature, dont le goût acide lui serrait l'estomac. 3 jours, pensait-elle, depuis qu'elle avait quitté la maison. 3 jours sans vraie nourriture, sans voix qui prononce son nom avec amour. Elle s'est allongée un court instant, la terre dure sous son dos, et a fermé les yeux. Le sommeil est venu par bribes, plein d'images d'une porte qui se refermait encore et encore. Quand elle s'est relevée, elle a vu un sentier étroit qui menait à la forêt. Peut-être était-ce du désespoir, peut-être de la curiosité. Elle l'a suivi, s'est égratignée sur des épines, a trébuché sur des racines, et puis elle l'a vue. Une petite cabane en terre, cachée entre les arbres, les murs fissurés, le toit partiellement effondré. La porte pendait de travers à un seul gond. Sylvia s'est arrêtée, a écouté. Aucun bruit. Elle s'est approchée prudemment, a appelé doucement pour savoir si quelqu'un était là. Rien. Quand elle a poussé la porte, le bois a grincé, comme s'il se plaignait. À l'intérieur, ça sentait la terre humide et l'abandon. Des toiles d'araignée, des feuilles sur le sol, un vieux foyer qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps. 2 pièces, à peine plus. Et pourtant, cela ressemblait à un salut. Elle a posé son sac à dos, a commencé à balayer à main nue ce qu'elle pouvait. Chaque geste était lent, laborieux, mais il lui rendait quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. Le contrôle. Quand le soleil s'est couché, le sol était à peu près dégagé, la cabane silencieuse. Pas de serrure, pas de sécurité, mais un toit. Cette nuit-là, elle s'est blottie dans un coin, a tiré la couverture sur elle et a écouté les bruits de la forêt. Animaux, vent, sa propre respiration. La peur restait, mais elle était différente d'avant. Elle n'était plus seulement à la merci. Cet endroit était pauvre, brut, mais il lui appartenait. Pour la première fois depuis des jours, elle s'est endormie sans se réveiller immédiatement. Les jours suivants se sont ressemblés. Sylvia allait au ruisseau, ramassait de l'eau dans un récipient en argile trouvé. Elle cueillait des fruits, s'aventurait le samedi au bord du marché, attendait que les étals soient démontés et demandait des restes. C'était humiliant, mais la faim était plus forte que la fierté.
Le soir, elles cuisinaient tout ensemble, sans sel, sans goût, mais cela la maintenait debout. Ses pensées tournaient de plus en plus autour de l'accouchement. Comment allait-elle accoucher ici, seule, sans aide? La nuit, elle posait les mains sur son ventre, parlait doucement, comme si l'enfant pouvait l'entendre. « Nous allons y arriver », disait-elle encore et encore, même si elle ne savait pas comment. Un après-midi, alors que la chaleur était lourde dans l'air, la douleur est arrivée. D'abord sourde, puis coupante. Sylvia s'est agenouillée dans la poussière, le récipient d'eau est tombé, le contenu s'est infiltré dans le sol. Son souffle était saccadé. Elle a tout de suite compris. C'était trop tôt, trop soudain, mais c'était là. Le soleil s'est couché, et avec lui sa force. Les douleurs venaient par vagues, plus fortes, implacables. Sylvia criait, pleurait, priait. Sa voix s'est perdue dans la forêt. Personne ne répondait. Dans cette cabane, loin de tout, elle était de nouveau seule, comme la nuit où elle avait quitté la maison. Sauf que maintenant, il s'agissait de deux vies. Et juste au moment où elle croyait ne plus pouvoir continuer, elle a entendu des pas devant la porte. Les pas étaient lents, hésitants, comme ceux de quelqu'un qui tâtonnait le chemin plutôt que de marcher. Sylvia a retenu son souffle. Dans son état, n'importe quelle personne pouvait signifier le salut ou le danger. Les douleurs venaient à de courts intervalles, lui laissant à peine le temps de penser. Quand la porte de la cabane s'est ouverte, une petite femme voûtée en noir se tenait là, le visage sillonné de rides, les yeux vifs et calmes. « J'ai entendu tes cris », a-t-elle dit doucement. « As-tu besoin d'aide » Sylvia n'a pas répondu par des mots. Un son rauque, moitié cri, moitié supplication, lui a échappé. La femme s'est agenouillée sans hésitation à côté d'elle, lui a posé une main sur l'épaule. « Calme-toi maintenant, mon enfant. J'ai déjà aidé beaucoup d'enfants à venir au monde. Mon nom est Firmina. » La nuit est tombée pendant que l'accouchement suivait son cours. Les douleurs étaient brutes, implacables, déchirant chaque pensée. Sylvia s'accrochait à la voix de Firmina, à de courtes instructions, au sentiment de ne plus être invisible. À un moment donné, après des heures, elle a entendu un cri fin, mais clair, un son qui a rempli la pièce comme la lumière. « Un garçon », a dit Firmina, en enveloppant la petite créature tremblante dans un vieux drap. Faible, mais vivant. Sylvia l'a pris dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'elle s'en rende compte. À ce moment-là, la faim, la peur et la honte n'existaient pas. Seulement cet enfant, chaud et réel. « Samuel », a-t-elle murmuré, « parce que Dieu m'a entendu. » Firmina est restée un moment. Elle a montré à Sylvia comment elle était le nouveau-né, a laissé des herbes, a prononcé des mots apaisants. Puis, elle est repartie, aussi silencieusement qu'elle était venue. Elle a promis de revenir. Elle n'est pas revenue. Les jours qui ont suivi ont été plus difficiles que tout ce qu'elle avait connu. Samuel pleurait beaucoup. Le corps de Sylvia était faible, son lait à peine suffisant. Parfois, elle était assise là, l'enfant serré contre elle, et ressentait une peur plus profonde que tout ce qu'elle connaissait. Comment nourrir une vie quand on vit soi-même à peine? Un matin, à la recherche de quelque chose d'utile, elle a ouvert une vieille malle dans le coin de la cabane. À l'intérieur se trouvaient des chutes de tissu, des bobines de fil jaunies, des aiguilles rouillées. C'était peu, presque rien. Mais Sylvia a tenu une aiguille entre ses doigts, comme si c'était une promesse. Sa mère lui avait autrefois montré des points simples, à l'époque où le monde était encore gérable. Elle s'est assise sur le sol, Samuel dormant sur ses genoux,
et a commencé. Les premières tentatives étaient pitoyables. L'aiguille lui piquait la peau, le sang tachait le tissu. Les points étaient de travers, le tissu inutilisable. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Non par ambition, mais par nécessité. Avec le temps, ses mouvements sont devenus plus sûrs. Des restes, elle a créé des linges simples, rien de beau, mais quelque chose qu'on pouvait peut-être échanger. Sylvia en a pris un et est retournée en ville, dans la même rue du marché où elle avait jadis mendié. Elle a baissé les yeux quand elle a demandé si quelqu'un lui donnerait de la nourriture en échange. Certains riaient, d'autres secouèrent la tête. Une femme lui a finalement donné quelques pommes de terre par pitié. Sylvia les a prises à Sika avec gratitude, même si cela faisait mal. Mais sur le chemin du retour, elle tenait le linge fermement, non plus honteuse, mais déterminée. Dans la cabane, elle a cuit les pommes de terre et a mangé lentement. Samuel dormait. Dehors, la forêt bruissait. Sylvia a regardé ses doigts blessés et a su « ce n'était pas un miracle ». C'était le début de quelque chose qu'elle créait elle-même. Les semaines passèrent sans que Sylvia puisse les compter. Les jours étaient rythmés par un nouveau-né, par la faim, par l'évaluation constante de ce qui était le plus important. Dormir ou travailler, manger ou économiser ses forces. Samuel était petit et fragile, mais son regard la suivait, comme s'il savait qu'elle était tout ce qu'il avait. Sylvia cousait tous les jours. La nuit, quand l'enfant s'était enfin endormi, elle s'asseyait dans la faible lumière de l'aube et passait l'aiguille à travers le tissu. Ses doigts étaient pleins de petites cicatrices, la peau durcie. Les points devenaient plus droits, les bords plus nets, non pas par talent, mais par répétition, par nécessité. Quand elle est retournée au marché, c'était différent de la première fois. Elle ne demandait plus seulement. Elle offrait quelque chose. Un simple linge, proprement cousu. Une femme au regard critique l'a prise en main, l'a tournée, a vérifié les coutures, puis elle a posé 2 pièces sur la table. C'était peu, mais c'était de l'argent. Sylvia a tenu les pièces comme si elles pouvaient disparaître si elle ne les serrait pas assez fort. Elle a acheté du lait, un morceau de pain, du fil. En nourrissant Samuel, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un soulagement. Pas de joie, pas de fierté, seulement la certitude que ce jour était passé. Mais la peur est restée. Un après-midi, elle a entendu des voix devant la cabane. Des hommes. Fortes, impatientes. Ils parlaient de savoir si on pouvait démolir la vieille maison, si le bois valait encore la peine. Sylvia a serré Samuel contre elle, lui a mis la main devant la bouche pour qu'il ne pleure pas. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on devait l'entendre dehors. Les hommes sont repartis. Par hasard, indifférents. Sylvia est restée immobile longtemps. Là, elle a compris que survivre ne signifiait pas seulement travailler, mais aussi être invisible, et qu'elle ne pouvait pas vivre ainsi éternellement. Chaque jour, Samuel grandissait un peu. Il a souri pour la première fois, un tressaillement inconscient des lèvres qui a presque fait pleurer Sylvia. Pour ce sourire, elle a continué à coudre. Pour ce sourire, elle est retournée au marché, supportant les regards, les commérages, la discrète reconnaissance. La fille de Juan Battista, celle qu'on avait chassée. Un jour, une femme est venue la voir, bien habillée, avec une robe fine faite d'un tissu que Sylvia n'avait jamais touché. Une déchirure, à peine visible. « Peux-tu réparer ça ?» a-t-elle demandé, dubitative, en regardant autour d'elle, comme si elle avait honte de l'endroit. Sylvia a hésité. Le tissu était cher, toute erreur aurait signifié la fin de sa petite espérance. Pourtant,
Elle a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit doucement. Je peux essayer. Elle a travaillé des heures, concentrée comme jamais. Quand la femme est revenue, elle a passé la main sur la couture et ne l'a pas trouvée. Ses yeux se sont écarquillés. C'est parfait, a-t-elle finalement dit. Qui t'a appris ça? Sylvia a secoué la tête. La vie. La femme a souri, a payé plus que ce que Sylvia attendait et est partie. Il ne restait pas seulement de l'argent, mais une nouvelle possibilité. Peut-être, pensait Sylvia, y avait-il des gens qui ne connaissaient pas seulement la pitié. Peut-être y avait-il des portes qui s'ouvraient quand on frappait, sans mendier. Elle ne se doutait pas que cette petite déchirure dans une robe allait bientôt la sortir de la cabane, et directement dans la vie d'un homme qui écouterait son histoire sans la juger. La femme est revenue, cette fois pas seule. Une voiture s'est arrêtée sur l'étroit chemin devant la cabane, étrange dans ce paysage de poussière et d'arbres. Sylvia a senti son corps se tendre en prenant Samuel dans ses bras et en se dirigeant vers la porte. L'élégante cliente est sortie, accompagnée d'un homme en chemise simple mais coûteuse. Son regard était calme, scrutateur, sans la curiosité que Sylvia connaissait des autres. « C'est elle », a dit la femme. « La jeune couturière dont je t'ai parlé. » L'homme a regardé autour de lui, laissant son regard glisser sur les murs fissurés, le sol, l'enfant dans les bras de Sylvia. Quelque chose a changé sur son visage, à peine visible. « Tu as réparé la robe ?» a-t-il demandé. Sylvia a hoché la tête. Seule, sans machine. Il s'est approché, a demandé à voir les pièces qu'elle avait cousues. Ses doigts ont suivi les coutures, lentement, attentivement. « C'est un travail propre », a-t-il finalement dit. « Pas une solution de fortune improvisée, c'est du savoir-faire. » Samuel a commencé à tousser, un bruit rauque et sec. Sylvia l'a bercé instinctivement, essayant de le masquer. L'homme l'a immédiatement remarqué. Il est malade. Ces mots ont ouvert quelque chose en elle. « Oui », a-t-elle dit doucement. « Fièvre. Je ne sais pas quoi faire. » Sans dire un mot de plus, l'homme s'est tourné vers sa compagne. « Apporte la trousse de premier secours de la voiture. » Pendant qu'elle y allait, il a regardé Sylvia à nouveau. « Mon nom est Diego. Je dirige une petite manufacture de confection en ville. La femme est revenue, a tendu des médicaments. » Diego a expliqué calmement comment les lui donner. Pendant un instant, il n'était pas un entrepreneur, mais quelqu'un qui savait à quelle vitesse un enfant peut devenir faible. Sylvia a suivi ses instructions, reconnaissante, mais méfiante. Rien dans sa vie ne lui avait jamais été donné facilement. « J'ai besoin de couturières », a finalement dit Diego. « Des gens qui savent travailler, pas ceux qui se contentent de montrer des certificats. Le travail est dur, mais honnête. Je peux te donner une avance, assez pour une chambre en ville. Il y a une garderie pour les employés là-bas. » Sylvia l'a fixé. Les mots sonnaient comme une autre langue. Travail, chambre, sécurité. Pourquoi a-t-elle finalement demandé? Pourquoi m'aidez-vous? Diego est resté silencieux un instant. Ma mère était couturière, a-t-il dit ensuite. Elle a travaillé jusqu'à l'épuisement, à la maison, invisible. Personne ne lui a jamais donné une chance. Je me suis juré de changer ça. Il lui a tendu une carte. Réfléchis-y. Si tu viens, j'attends de la discipline. Pas l'aumône. Quand la voiture a de nouveau disparu dans la poussière, Sylvia est restée longtemps immobile. La carte dans sa main lui semblait lourde. L'espoir était dangereux. Elle l'avait appris. Mais cette nuit-là, elle n'a pas cousu pour le marché. Elle a cousu pour elle-même. Une robe simple, propre, soignée. Si elle faisait ce pas, elle voulait marcher la tête haute. Le matin,
Elle a pris Samuel, a fait son sac à dos et a jeté un dernier regard sur la cabane. Elle l'avait sauvé, mais elle la retenait aussi. Sylvia a respiré profondément et est partie. La ville semblait différente quand Sylvia y est entrée de nouveau. Pas plus amicale, juste plus rapide. Bruit, machine, visages inconnus. Elle a serré Samuel fort contre elle en atteignant le bâtiment dont l'adresse figurait sur la carte. À l'intérieur, ça sentait le tissu et l'huile, le travail. Des femmes étaient assises en longues rangées de machines à coudre, concentrées, fatiguées, vivantes. Diego l'attendait. Pas de sourire, pas d'étreinte, juste un bref hochement de tête. « C'est bien que tu sois venu. » Il l'a conduite à une place sur le côté, l'a présentée à la contremaîtresse. Sylvia s'est assise, a posé le tissu sous le pied de la machine et a commencé. Ses mains ont tremblé un instant, puis elles ont trouvé leur rythme. À la fin de la journée, elle avait cousu plus que beaucoup d'autres. Personne n'a applaudi. Mais on l'a regardée. Tous ne la regardaient pas favorablement. Roberto, l'associé, la dévisageait avec une méfiance ouverte. Une mère avec un enfant, sorti de nulle part. Il le lui a fait sentir. « La performance compte ici », a-t-il dit froidement. Pas les sentiments. Sylvia a hoché la tête. Elle n'était pas venue pour être aimée. Les jours sont devenus des semaines. Samuel allait à la garderie, Sylvia travaillait, apprenait et bientôt enseignait aux autres. Diego observait de loin, exigeant, juste. Entre eux grandissait quelque chose de tacite, nourri par des nuits de travail en commun, par des regards qui en disaient plus que des mots. Roberto l'a vu aussi, et il a commencé à tirer les ficelles. Des contrats ont été rompus, des rumeurs sont apparues. Diego a été attaqué, comme s'il s'était trahi lui-même. Quand tout était sur le point de s'effondrer, les femmes se sont tenues devant Sylvia et devant lui. Elles ont cousu sans être payées, sont restées quand tout vacillait. Pour la première fois, Sylvia n'était pas seule. Au milieu de la tempête, sa mère est revenue, avec des larmes, avec de la culpabilité. Peu après, Sylvia s'est retrouvée devant l'homme qui l'avait chassée. Le père était malade, brisé. Il a demandé pardon. Sylvia a écouté, est restée silencieuse longtemps, puis a dit oui. Non pas pour oublier, mais pour être libre. La lutte s'est terminée publiquement. Roberto a perdu, car trop de gens avaient vu ce qui naissait ici. Un travail avec un sens, un amour sans honte. Sylvia a épousé Diego à l'usine, dans une robe qu'elle avait elle-même cousue. Samuel courait entre les chaises, riait. Des années plus tard, Sylvia se tenait sur une scène. Elle ne parlait pas de miracle. Elle parlait de travail, d'opportunités, de portes qui doivent rester ouvertes. Et quelque part dans le public était assis un enfant qui savait que sa vie avait commencé avec une porte fermée. Et avec une main qui ne voulait plus se lâcher. 5 ans plus tard, l'usine était plus grande, plus lumineuse, pleine de voix. Sylvia parcourait les rangées de machines, non plus comme quelqu'un qui demandait une place, mais comme une femme qui portait des responsabilités. Elle connaissait chaque histoire ici. Des veuves, des mères abandonnées, des femmes que l'on avait abandonnées trop tôt. Le travail ne les avait pas sauvées, cela viendrait. Mais le travail leur avait rendu leur dignité. Samuel courait entre les tables, riait, l'appelait. Diego le regardait, avec ce regard silencieux où se trouvait toujours le souvenir d'une mère qui s'était épuisée à travailler. Il avait adopté Samuel, sans faire de vagues. La famille, tous deux l'avaient appris, ne naît pas du sang, mais de la décision.
La vieille cabane en terre dans la forêt était toujours là. On ne l'avait pas démolie. Au lieu de cela, une simple plaque était accrochée à la porte. C'est ici que tout a commencé. Pas de romantisme, pas de pathos. Juste une phrase qui disait que même de la honte peut naître un commencement. Sylvia pensait parfois à la nuit où elle se tenait dans la rue avec un sac à dos et l'estomac vide, aux portes qui se fermaient, et à la seule qui s'ouvrait, non par pitié, mais par respect. Elle savait aujourd'hui, ce n'est pas la richesse qui l'avait sauvée, mais quelqu'un qui avait vu en elle une travailleuse avant de voir en elle une histoire. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, Samuel tenait sa main fermement. Le ciel était calme, sans drame. Sylvia a souri. Sa vie n'avait pas été un miracle. Ce fut un long chemin. Et c'est justement pour cela qu'il était réel.